Épisode surprise non programmé au menu. Le 24 juin dernier, Le Parisien a publié un entretien exclusif avec Pape Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Alors tu me connais, je ne peux pas résister à décortiquer tout ça. De quoi se faire une petite idée de vers où on se dirige avec la nouvelle composition du ministère. Bienvenue sur Capsule Éducation, le podcast de l'AED décalé. Le début de l'article est assez simple. Pape Ndiaye revient sur sa nomination à la tête du ministère de l'Éducation nationale et sur les violences verbales qu'il a subies dès les premières minutes. Alors que d'autres remarquent le vilipende pour avoir scolarisé ses enfants dans le privé sous contrat après les avoir retirés de l'éducation prioritaire. Ce à quoi il a répondu en tant que père. Comportement et mots intolérables à tout point de vue, et de tout cœur avec lui face au racisme sans honte de certains Français. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas ce sujet qui va nous intéresser, ni la scolarisation de ses enfants. Qu'est-ce qu'on nous réserve sur les actions envisagées ou prévues dans la maison? C'est ça qui nous intéresse. Première question. Serez-vous l'anti-Blanquer ou allez-vous vous inscrire dans les pas de votre prédécesseur? Le nouveau ministre donne une réponse toute en nuances. Eh oui, ça existe encore dans notre ministère malade. Pour lui, l'école reste le lieu des savoirs fondamentaux. Il n'apposera donc aucun changement sur Parcoursup et la réforme des lycées. En revanche, il rappelle à quel point notre système ne parvient pas à endiguer les inégalités scolaires, pas plus qu'il n'arrive à les prendre en compte, ou ne souhaite les prendre en compte. Ceci dit, il n'y a aucune proposition pour améliorer ce qui déconne sévèrement. C'est quand même ça qu'on attend à la base. Niveau Parcoursup, certains veulent sa disparition. D'autres veulent juste des ajustements radicaux pour prendre tout le monde en compte, histoire de ne pas laisser des milliers sur le carreau comme c'est le cas actuellement. Mais ne rien vouloir changer à Parcoursup, c'est un peu cautionner toutes les inégalités d'un système sans avoir conscience de ses limites. Ou en ayant conscience de ses limites sans y prêter attention, parce que ça ne nous concerne pas. Pas mieux qu'APB, bien moins efficace qu'APB, et toujours aussi mystérieux dans les choix d'affectation, jusqu'au point où des élèves n'ayant pas travaillé une seule fois dans l'année finissent par avoir leur premier vœu, alors que d'autres élèves ayant fait des efforts colossaux se retrouvent sans rien malgré une candidature dans la même formation. Comment accepter une telle décision? Et la réforme des lycées, c'est pareil. Pape Ndiaye n'est pas un bleu, il vient de l'enseignement supérieur. Mais ne voit-il pas tous les dommages graves que la réforme cause sur les élèves et les étudiants, sur les personnels même? Le manque d'heures, la concurrence entre lycées pour ne pas fermer de spécialité ou supprimer un poste, la destruction du lycée professionnel. Visiblement, pas du Blanquer trop craché, mais pas non plus son opposé. Deuxième question. Vous voulez verdir l'école? Ce à quoi Pape Ndiaye rappelle que même si les écoles et établissements sont mal équipés en cas de canicule, il serait impossible de fermer toutes les structures juste parce qu'il fait plus de 35 degrés. C'est tout un plan d'action à construire sur le bâtiment scolaire, en lien avec les collectivités locales. Pas de surprise, les disciplines sont appelées à mettre toujours plus en avant le développement durable et le réchauffement climatique. Et entre nous, j'ai du mal à saisir comment on peut en faire plus quand les programmes scolaires y passent déjà du temps à approfondir le sujet et à s'articuler ensemble. Géographie, histoire dans une certaine mesure, SVT, physique-chimie, PSE, économie. Une bonne partie des cours au collège et au lycée permet de s'emparer du sujet. Je te dirais même en école élémentaire d'ailleurs. Éco-délégués, labels, projets et initiatives en faveur du développement durable, il y a un moment où on doit quand même laisser du temps aux autres disciplines, ne pas se focaliser que sur l'environnement. Tous ces temps devraient être équilibrés, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il est aussi question d'améliorer le bien-être des élèves et des personnels, sans plus de précision. Troisième question. Les syndicats d'enseignants attendent un changement de méthode. Quelle sera la vôtre? Là encore, le maître mot est simple. Dialogue. Le ministre est très clair dans sa détermination à renouer un dialogue avec la communauté éducative. Sincère et respectueux, ce sont des mots rapportés dans l'entretien. Et franchement, quand on se rappelle Jean-Michel Blanquer, on ne peut pas dire que ces deux notions lui étaient chères, surtout vis-à-vis des mots blessants et des sous-entendus qui ont porté un coup au personnel. Pas juste les enseignants, bien tous les personnels. Ils n'ont jamais été choyés, jamais été écoutés, tandis qu'ici, on prend plutôt le pas d'un dialogue attentif. C'est ce qui est dit.
Est-ce que ça sera fait? C'est une autre question, comme à peu près tout ici. C'est pas tout. Le ministre reste dans la nuance. Ça veut dire qu'il n'écoutera pas toujours les organisations syndicales ou les professionnels. Il ne s'agit pas de cogestion, et même si ça ne nous plaît pas trop de l'entendre, merci à lui de le rappeler. Quand même, la dernière phrase rassure un peu sur le respect. Il dit que ce n'est pas dans le bureau du ministre qu'il échange avec les enseignants. Et c'est complètement vrai. Écouter la politique ne fait pas tout. Il faut aussi savoir écouter et aller vers les personnels de terrain. Encore faut-il que ça se fasse réellement. Quatrième question. Vous avez annoncé pour la rentrée une grande concertation avec la communauté éducative. Pourquoi ce Grenelle de l'éducation bis? Encore dans le collectif et le dialogue hors de la verticalité, le ministre dit que ce n'est pas du tout un Grenelle, mais des concertations avec tout un ensemble pour construire des projets pédagogiques innovants. On passera sur l'innovant qui ne veut plus rien dire depuis que l'éducation nationale en a fait sa marque de fabrique, souvent aux dépens des personnels et des élèves. Et on se garde la concertation. Comment dire? Comment dire qu'au bout de 5 ans, le blabla ne sert plus à rien et ce sont des actions concrètes que tout le monde attend? Il y a déjà eu des concertations, il y a déjà eu un Grenelle entre 2020 et 2021. Il y a déjà eu des grèves et des manifestations qui expliquaient plus ou moins clairement quels étaient les problèmes. Alors moi, j'ai une question maintenant. À partir de quel moment les gouvernants estiment qu'ils en savent assez pour se décider à agir? Augmentation des salaires pour tous, dégel du point d'indice pour tous, dédoublement de classe ou réduction des effectifs en classe pour tous. Est-ce que ça nécessite une centaine de concertations, ça? Là-dessus, j'ai vraiment l'impression d'y lire Jean-Michel Blanquer et pas Pap Ndiaye. Dialoguer est tout à son honneur, sauf quand il sait déjà quels sont les dysfonctionnements et comment les régler. Surtout venant d'un enseignant du supérieur qui comprend aussi bien les enjeux que les collègues de terrain. Il a beau parler de résultats et de satisfaction des enseignants au top quand l'enseignement est pensé collectivement, ce qui satisfait tout le monde, c'est avant tout la mise en œuvre des mesures concrètes. Et je ne suis pas sûre que l'expérimentation du recrutement local vue sur 59 écoles de Marseille soit tout à fait la priorité des personnels. Une cinquième question. Rendre le métier d'enseignant plus attractif, c'est aussi revaloriser les salaires. Quand auront lieu les hausses promises par le président de la République? J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de surprise non plus dans cette réponse, puisqu'Emmanuel Macron le disait déjà dans sa campagne présidentielle, et que c'était aussi dit en 2019, en 2021, bref, ça a été dit des centaines de fois, je crois. Deux hausses de rémunération possibles. La première pour tous les enseignants sans une seule contrepartie. Tout du moins, c'est ce que ces mots promettent. On note bien que le salaire des jeunes enseignants doit passer à 2000 euros net. Mais rien sur les enseignants en milieu ou en fin de carrière. Et toujours nada pour les personnels non enseignants fonctionnaires ou agents publics contractuels. On a l'habitude d'être des invisibles, hein, tant pis. Et comme le disait déjà le président, la deuxième possibilité sur la hausse de salaire concernera des tâches nouvelles pour les enseignants qui, justement, accepteront les missions en plus de celles d'enseignement. Par contre, pas d'exemple concret de ce que seront ces prochaines missions, ni du budget nécessaire ou du salaire en plus. Méritocratie, égalité de traitement et éducation nationale, on repassera pour ces trois éléments. Et si s'investir de manière volontaire n'est pas un problème, puisque chacun décide en fonction de ses aspirations et motivations, il reste quand même la crainte très justifiée que ces demandes de volontariat finissent par devenir des obligations, d'une façon ou d'une autre. Y a-t-il vraiment besoin de conditionner une hausse de salaire quand les personnels en font déjà tant? Et où caser ces futures missions surtout? Pour rappel, enseigner c'est 18 heures dans le secondaire, 36 heures pour les professeurs documentalistes et 24 heures dans le primaire. Ce à quoi se rajoute le temps dans l'établissement et à la maison. Préparer les cours, corriger les copies et se réunir avec équipe pédagogique, éducative et parents, ça ne rentre pas dans les heures de cours. Pour rappel encore, les CPE et les AED, c'est 40 heures sur papier. Mieux, les professeurs des écoles ne peuvent pas faire d'heures supplémentaires. Alors est-ce que ces nouvelles missions leur seront refusées? Et avec elles, la promesse d'un salaire plus digne de la charge de travail. Sixième question. 5 millions d'heures de cours perdues en 2019. Les derniers concours enseignants qui ne font pas le plein. Y aura-t-il un prof devant chaque classe en septembre? Un prof devant chaque classe en septembre 2022. Voilà ce qui est promis. Que dire? Je ne doute pas de sa détermination à apposer sa marque dans le ministère. Mais quand on manque déjà d'enseignants titulaires au concours, quand on n'arrive même plus à recruter des contractuels remplaçants sans passer par un job dating,
Comment peut-on oser dire que tous les élèves auront le nombre nécessaire d'enseignants? Parce que franchement, si le vivier est aussi simple à trouver, j'aimerais bien qu'il se manifeste avant septembre. Il aurait déjà dû le faire dès le début de la pénurie de recrutement. Il est une nouvelle fois question de mettre en place des cellules pour endiguer la pénurie dans chaque académie. Cellules, concertation et zéro action, on connaît la chanson. Non, monsieur le ministre, l'appel massif aux contractuels ne résoudra pas la pénurie de personnel qu'on trouve dans le premier et le second degré, surtout quand les contractuels manquent aussi à l'appel. Ou alors ce ne sont pas des personnels qualifiés dont on parle, mais des personnes qui ont besoin d'un travail et se lancent sans avoir la maîtrise disciplinaire ou la pédagogie nécessaire. Et là, je ne parle pas des contractuels qui, pour la majorité, sont très compétents, autant que les titulaires. Je parle de personnes qui ne mesurent pas la charge de travail de l'enseignement et qui démissionneront sitôt arrivés. Septième question. Quitte des absences de moins de 15 jours non remplacées. Pourquoi n'abaisse-t-on pas ce seuil? Les yeux de Merlanfry continuent quand Papandia dit clairement que même si telle absence est légitime, il serait bon qu'elle soit rattrapée au moment opportun. Donc, un collègue en arrêt maladie qui revient devra récupérer des heures qu'il ne doit pas, puisqu'il était en arrêt maladie. Mais où on va là? Oui, le seuil de remplacement est ridicule et pose des problèmes autant pour les enseignants que pour la vie scolaire. Mais est-ce une raison pour bafouer les lois élémentaires et fondamentales du travail? L'exemple donné par le ministre démontre malheureusement tout le ridicule de la réponse. C'en est désolant pour un enseignant. Arrêt maladie, ça veut dire ce que ça veut dire. Pas de rattrapage d'heures. Comment les rattraper d'ailleurs? C'est pas que chaque professeur du secondaire a un emploi du temps fixe, mais si, chacun a des heures à respecter. Et c'est pire pour les professeurs des écoles. Dans l'hypothèse où cette façon de faire se généralise, comment les PE vont faire pour se remplacer entre eux? Ils sont quasiment tout le temps avec la même classe, pendant toute la semaine. Autre élément, ce sont les formations qui augmenteraient les absences en classe. Une suggestion arrive, celle de déplacer les formations hors du temps d'enseignement. Rien d'idée! Sauf que le mercredi après-midi n'est pas une demi-journée de repos pour tous. Juste comme ça, les PLP et une partie des professeurs de LEGT travaillent le mercredi après-midi. Mettre ces formations sur les vacances alors. Un décret autorise déjà les enseignants à se former sur les vacances. Ne reste qu'à se rappeler de la notion essentielle de droit à la déconnexion. Si un personnage éminent peut aller se faire dorer la pilule à Ibiza pendant les vacances, je crois que les personnels ont exactement le même droit de s'adonner aux activités qui leur plaisent. Parce que, c'est incroyable, mais ce sont leurs vacances aussi. Le droit à la déconnexion, c'est pour tout le monde. Et autre raison pour ne pas déranger les vacances. Ce sont sur ces périodes que les enseignants ont le plus de temps de corriger et de préparer leur support. On veut nous faire croire que ce sont les formations qui entraînent le plus d'absence devant la classe. Démarche qui ne paraît absolument pas honnête quand on a connaissance des vrais chiffres. Comme si les formations étaient une absence de convenance personnelle. Pardon, mais la formation continue reste un droit également. Et la question ne se poserait pas si des mesures de remplacement étaient prises dès le départ. Huitième question. Les sessions de job dating organisées par plusieurs rectorats pour recruter des profs en 30 minutes ont choqué la profession. Comprenez-vous cette colère? Avec une réponse plus en nuance pour dire que ces sessions donnent une impression de recrutement à la va-vite face à des personnes qu'on sait incompétentes et qu'on engage malgré tout. Papendiaï choisit de rassurer ses ouailles en expliquant que ce n'est pas le cas et que pour sa part, il n'utilisera pas ce terme qui ne correspond pas à sa vision du processus. Arrive la neuvième question. Quitte des mathématiques au lycée en septembre prochain. On le disait dans la dernière capsule actu. L'option facultative de mathématiques est mise en place dès septembre prochain, pour 1h30 d'enseignement. Le ministre confirme bien que cette option sera présente, et quand on lui demande quels seraient les effectifs intéressés, il admet que l'annonce a été faite trop tardivement et sans beaucoup de communication, ce qui expliquerait un manque évident d'élèves positionnés sur l'option. Il prévoit toutefois la possibilité de rendre l'option obligatoire dès 2023. Possibilité ou probabilité, c'est plutôt la deuxième qui gagnerait. Dixième question. Comment va se décliner l'expérimentation menée à Marseille pour une plus grande autonomie des écoles et notamment le recrutement des profs par les directeurs et directrices? On en parlait tout à l'heure là aussi, et Papendiaï confirme bien les soupçons. Les écoles du futur avec recrutement local seront généralisées progressivement. Et pas seulement aux écoles si on lit entre les lignes, mais là c'est assez subjectif, alors je ne m'avance pas.
Il est question d'amorcer des énièmes débats pour encourager les communautés éducatives à se lancer dans des projets qui suivent les expérimentations de Marseille. Le mot autonomie n'est ici pas employé une seule fois. Le ministre explique qu'il s'agit davantage de donner des possibilités aux équipes et pas de les mettre en concurrence. Le recrutement de postes à exigences particulières est vu comme l'une de ces possibilités auxquelles écoles et établissements n'ont pour l'instant pas accès intégralement. C'est vrai que recruter localement permettrait de réunir une équipe sur un même projet. Mais ce qui ne va pas du tout avec cette future généralisation, c'est le flou concernant les structures les plus isolées ou difficiles. On sait très bien que jusqu'à présent, la seule chose qui empêche des écoles de se retrouver sans personnel, ce sont les affectations des mouvements et les concours. Si le recrutement local devait devenir la norme, quels seraient les critères de recrutement? Et qu'adviendrait-il des établissements les moins accessibles, ceux qui sont déjà en très grande difficulté? Pas besoin d'aller très loin pour trouver un exemple. C'est ce qui se passe avec les vies scolaires en pénurie en zone rurale ou en éducation prioritaire. 11e question. Plus de 19% d'élèves en situation de handicap en 5 ans et pas assez d'AESH accompagnant des élèves en situation de handicap, donc allez-vous en recruter? 125 000 AESH au passage. Et ces 125 000 AESH sont pour l'instant en majorité coincés dans des CDD d'1 an, renouvelables 5 fois avant de partir vers d'autres cieux. Exactement comme pour les AED. À la différence que l'AESH à temps complet, c'est 24 heures à 27 heures maximum, donc un salaire de misère. Papendiaï murmure alors un espoir pour de nombreux collègues, celui d'avoir une véritable carrière qui ne se base pas sur des CDD. On peut donc se demander si ça sera par le biais d'une titularisation ou d'un CDI. En tout cas, il est question de les stabiliser avec un meilleur volume horaire et la rémunération qui va avec. Et même si ce ne sont que des mots pour l'instant, j'avoue que ça donne vraiment des espoirs pour la suite. Combien d'AESH maltraités par ces salaires indignes? Combien d'enfants privés d'AESH parce que la MDPH leur refuse une notification alors qu'il y a beaucoup de personnel disponible dans chaque académie? Certes, la possibilité d'une carrière est un bon point, mais rien n'a été dit sur les pôles inclusifs d'accompagnement localisés. Or, cet élément joue un rôle non négligeable dans le mal-être des AESH. 12e et dernière question. Avez-vous les résultats de l'évaluation sur les ports de signes religieux ostentatoires à l'école? 627 signalements d'atteinte au principe de laïcité. C'est ce qui est révélé par le nouveau ministre, à prendre en compte sur la période de décembre 2021 à mars 2022. Il explique un peu plus en détail les différences, en mettant plus en avant les tenues religieuses, et en rappelant les situations délicates vécues par les personnels et les élèves. On en pense individuellement ce qu'on veut, mais dans le cadre de la loi de 2004, ce sont les ports de signes religieux ostentatoires qui ne sont pas acceptés. Comment différencier le simple port d'un signe considéré comme religieux de la démarche religieuse assumée? Question pas si simple, et réponse pas plus facile à donner. Ça se joue sur le dialogue entre tous et le bon sens des équipes pédagogiques. Et en attendant, l'accompagnement à ces questions délicates n'est toujours pas optimal. De quoi mettre en danger les personnels? En fin de compte, la réponse donnée ne dit pas grand-chose qui puisse réellement guider ou aider dans la prise en charge. Et c'est bien dommage, mais ça reflète le gros de l'entretien. Nous voilà arrivés à la fin de l'épisode, et bravo à Le Parisien pour ses questions audacieuses, si on compare avec d'autres médias. Ici, les problématiques sont abordées dans les questions, même si les réponses restent vagues et très hors-sol avec le fonctionnement de l'éducation nationale. En ce qui me concerne, je reste dubitatif sur une grosse partie des propositions. Que de la concertation alors qu'on sait déjà les points les plus urgents à travailler. Toujours un focus sur les enseignants en début de carrière, et très peu sur les autres personnels et le reste de la carrière. À mes yeux, ça n'en donne pas tellement une image apaisante, malgré une expression qui se veut respectueuse vis-à-vis de tout un secteur. Pas d'insultes, pas d'animosité apparente et pas de narcissisme mal placé. C'est peut-être peu étant donné les dysfonctionnements qu'on vit au quotidien, mais ça fait au moins du bien de ne pas se faire traiter de feignasse ou de fonctionnaire surpayé à ne rien faire. Quant au projet de l'éducation nationale, ça ne m'emballe pas du tout. Il y a des choses que je ne peux pas concevoir, des propositions qui n'ont rien à faire dans une institution qui se veut nationale et égalitaire. Le reste n'est pas entre mes mains, seul je ne peux rien. Alors la conclusion en 2 mots, communauté et éducative. Sur ce, on se retrouve vendredi prochain sur une histoire de label et d'inflation qui n'auront service à personne. Porte-toi bien, ne baisse pas les bras et repose-toi.